Le véritable voyage commence à la descente du train une fois la besogne quotidienne achevée. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'Afterwork de ce vendredi 5 décembre 2025. Votre rendez-vous de détente et de décryptage de l'actualité politique, culturelle et sportive. Je suis avec mes traditionnels chroniqueurs maison. Samuel, bonsoir. Bonsoir Martial, bonsoir chers téléspectateurs. Auspice. Martial, bonsoir, ça fait plaisir d'être en votre compagnie ce soir. Également, bonsoir à nos amis téléspectateurs de Canal de Star. J'espère que vous avez passé une très belle journée ce vendredi. Justement, on rend grâce, ma journée a été agréable, voilà, comme vous pouvez le constater à travers mes sourires. Merci, j'espère Samuel aussi que la journée a été belle. La journée a été très belle, moi je vais dire, très belle. Okay. Vous avez encore dégusté un bon plat à Dian Pilé? Il y a toujours un nouveau plat au menu. Cette fois-ci, ce n'est pas liam pilé, mais c'est un bon plat de ragoût avec toute une garniture là. Oh. Samuel a les bons coins, mais il ne nous invite pas. On va s'attacher à lui pour qu'il nous invite. Il ne faut pas qu'il nous fasse saliver durant l'émission. Pour rien. J'aurais quand même vous filer un petit tuyau par rapport au coin où vous pouvez trouver de bons mets. Et surtout dans de brefs délais. Dans de brefs délais. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà dans l'Afterwork et l'Afterwork, c'est la revue des titres. Samuel, vous êtes chargé de nous faire la une des journaux, mais qu'est-ce qu'on peut retenir de la une des journaux de ce vendredi 5 décembre 2025? Merci Martial. Et justement, à la lueur des journaux qui nous sont parvenus à la rédaction aujourd'hui, il ressort que, comme annoncé, la séance plénière portant sur l'étude du budget général de l'État exercice 2026 s'est tenue le jeudi 4 décembre 2025 au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo en présence du ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wardani. La loi de finances gestion 2026 adoptée écrit en gros titre le matinal. Le journal indique que plus de 3 700 milliards ont été autorisés pour la continuité de l'action gouvernementale pour 2026. Les députés votent à l'unanimité un budget à la hauteur des priorités du pays, fait savoir le Soleil Bénin Info. Un budget ambitieux conçu pour consolider les acquis et préparer l'avenir, peut-on lire dans les colonnes du quotidien Le Coopérant. Les quotidiens Le Matin, Les Nouvelles du Jour et Daibi Info, qui sont eux aussi dans la confidence du vote de cette loi, n'ont pas manqué de le relayer. Le confrère de Dynamisme Info mentionne qu'après le vote du budget de l'État gestion 2026, Wardani peut maintenant se consacrer pleinement à ses occupations politique. Par ailleurs, le confrère du quotidien Le Télégramme nous dévoile une démission chez les démocrates. Basile Ahossi, vice-président du parti LD, démissionne, nous rapporte le journal. Le vice-président Léon Basile Ahossi démissionne enfin, affiche La Boussole. Culture à présent, dans le cadre du programme Récico chez vous, le Télégramme nous annonce la projection de films en plein air du 6 au 30 décembre 2025 à Cotonou. Enfin, avec le festival Cotonou Comédie, le journal Le Territorial note une ouverture en éclat de rire sous le regard du président Talon. Cotonou brille actuellement de mille feux, précise le journal. Chers téléspectateurs de Canal de Star, ce sera tout pour la revue du jour. Merci Samuel pour cette randonnée informative de la une des journaux. La une des journaux de ce jour a été marquée par l'actualité de la loi, de l'adoption de la loi des finances exercice 2026 à l'Assemblée nationale ce jeudi 4 décembre 2025. On nous informe que ça a été adopté à plus de 3 000 milliards. Effectivement, Martial, la loi de finances de l'État gestion 2026, je précise, 2026, a été votée à l'unanimité des députés présents et le budget qui a été voté s'élève à
plus de 3 783 milliards de francs CFA pour l'année 2026. Et on fait une petite comparaison avec l'année 2025 où le budget de l'État s'élevait à 3 551 milliards de francs CFA, ce qui marque une différence de 6,6% par rapport à cette année-ci. Et ce budget a été voté pour consolider les acquis et préparer l'avenir. Auspices. Ouais, un budget, je reprends la chute de mon confrère Samuel, un budget pour consolider les acquis. Bon, je pense quand même que c'est un budget voté, hein, qu'il faudrait que ça soit quand même consacré et pleinement à ce pourquoi le budget a été voté ou bien adopté, parlant justement de cette augmentation. Nul ne peut nier que, bon, voilà, le gouvernement actuel a quand même fourni assez d'efforts, hein, que ça soit dans le secteur de l'éducation, la santé et bien d'autres. Donc, justement, donc, surtout, voilà, le secteur des infrastructures. Donc, cette augmentation de 6%, je pense que ça a quand même sa place, hein, puisque, après tout, il faut continuer dans cette dynamique. Il ne faudrait pas que, bon, voilà, le gouvernement qui viendra après, celui de Patrice Talon, puisse, je vais dire, bercer totalement cette dynamisme-là. Donc, quand même, il faut que le budget voilà, soit très bien colossal pour pouvoir quand même couvrir encore tous les secteurs. Pourquoi pas, on verra demain un Bénin aussi, pourquoi pas un petit Paris comme et le président l'avait bien dit. Donc, j'espère quand même que le budget sera, je vais dire, exercé comme cela se doit et que chaque secteur, puisqu'il faut le rappeler, chaque député a eu à faire le point. Et également, chaque ministre. Et chaque ministre, j'allais dire, a eu à faire le point et a aussi adopté, a présenté son projet pour l'année à venir, également les budgets, tout et tout. Donc, je pense que il faut quand même que le budget, ça soit respecté pour qu'enfin qu'on ait un bon compte. Mais justement, le budget est voté à plus de 3 000 milliards, mais oui, ce n'est pas que l'argent est déjà dans les caisses, il faut courir pour la mobilisation aussi. Effectivement, et on connaît le gouvernement qui a toujours eu une certaine conduite, une certaine maîtrise de ses finances, justement pour soutenir le développement. Et cela est indéniable, puisque mon confrère le soulignait tout à l'heure, qu'il faut que le budget soit respecté pour accomplir des œuvres concrètes, histoire de soutenir le développement. Et le gouvernement en place a approuvé cela durant toutes ces années, et je pense que ce n'est pas maintenant que cela va changer. Et justement, pour le budget de l'année 2026, le gouvernement a pris en compte le social. Un budget a été voté pour le social et ce budget-là s'élève à 1 milliard, je vais dire, le budget s'élève à 1233 milliards justement pour le social. Waouh, c'est un grand effort. Justement, le social, parce que c'est ça qui, je vais dire, ça préoccupe. Hein? C'est ça qui a décrié, justement, qui a été décrié jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça fait quand même plaisir de voir aujourd'hui un budget alloué au social et pas un budget des moindres, hein, quand même une forte somme. Je pense quand même qu'il faut féliciter le gouvernement et également, déjà, moi, je vais dire, ma seule prière est que, bon, voilà, le budget ou bien le social là, puisse trouver tout son sens, parce qu'il ne servira à rien de voter un budget aussi élevé pour le social, mais en fin de compte, qu'on n'ait pas les résultats. L'impact réel sur la population. Il faudrait qu'on sente l'impact également. Avec ce gouvernement, on a toujours eu le résultat. Quand le budget est voté et que les acteurs sont déployés, on verra bien l'impact, dans la mise en application, l'impact sur la population des 77 communes du Bénin. Dans l'actualité, c'est aussi la démission de l'honorable Arossi Basile du parti Les Démocrates. Et que suscite cette démission pour vous, Samuel? Je veux dire que cette décision de l'honorable Basile Arossi n'a pas surpris grand monde, parce que si on se réfère à la récente sortie de l'honorable Basile Arossi, justement à Atiémé dans le Mono,
on a vu cet honorable-là qui a rassemblé une certaine foule, où il a parlé à cette foule-là, montré son soutien pour la candidature de Romuald Wardani. Il a même promis à Romuald Wardani, à la foule, il a promis que Wardani aura au moins 70% de votes pour le premier tour aux élections présidentielles à Atiémé dans le monde. C'est une probabilité. Il a parlé au nom de la population d'Atiémé. Oui, il connaît sa population. C'est sa base. C'est sa base. Il connaît sa force de frappe dans son département. Donc, cette démission, moi, ça ne me surprend pas, hein, parce que déjà, qui n'avait pas démissionné, que c'est lui qui va apporter son soutien au candidat de la mouvance, déjà, ça prouve que, même s'il n'a pas clairement affiché sa démission, ça prouve qu'il y a quand même quelque chose qui se prépare. Et également, cette démission vient encore confirmer une nouvelle fois combien de fois la crise au sein du parti Les Démocrates est profonde, comme on ne peut l'imaginer. En une fraction de seconde, le parti a été, je vais dire, totalement divisé, hein, parce que on va seulement de démission en démission. Tout a commencé par le retrait de la fille de parrainage de l'honorable Sodinou. Et après ça, tout ce qui a suivi, on a été témoin. Jusque maintenant, à la démission du vice-président, je pense que la crise est tellement profonde. Et je dirais simplement que il faut quand même que ceux-là qui sont encore au sein du Parti Les Démocrates puissent prendre conscience et ramener la balle à terre et vraiment réfléchir dans le sens de ce qui ne va pas, pour pouvoir quand même trouver l'alternative, hein, et je vais dire l'alternative pour pallier à ces problèmes qu'on constate aujourd'hui, parce qu'il ne sert à rien d'être un parti politique, surtout un parti de l'opposition, et puis une crise, hein, qui vient de nulle part, plus je vais dire déjà diviser le parti en 4 ou bien 5 groupes. Déjà, je pense que c'est très mauvais. Et l'autre chose qui me peine un peu, moi, c'est que ça soit au sein de tous les partis politiques ici au Bénin, il y a des crises. Tout le monde sait qu'il y a des crises au sein de tous les partis, mais quand même, les leaders, là, ceux-là qui sont à la tête de ces partis-là, arrivent quand même, trouvent le moyen de gérer ces crises-là à l'interne. On n'assiste pas à des démissions comme ça. Donc, si aujourd'hui, on assiste à près de 5 ou bien 6 démissions au sein du Parti Les Démocrates, ça veut dire que, bon, voilà, ceux-là, justement, et également, ceux-là qui, je vais dire, ont en charge ce parti-là, je ne dirais pas qu'ils ont failli à leur mission, mais quand même, il y a des choses à revoir. Il y a des choses à revoir. Ça manque quelque chose pour pouvoir. Il ne faut pas faire de l'opposition pour faire de l'opposition. Si, avec le nouveau pouvoir qui vient en place, ou le nouveau régime qui vient en place, on trouve qu'il y a quand même une certaine similitude avec les ambitions et les projets que l'on a, je pense qu'il faut quand même envisager un ralliement, parce que puisque les ambitions ne sont pas aussi différentes que telles, ce que nous voulons, la grande valeur que nous voulons, c'est le développement du pays. Donc, si les objectifs se rallient, pourquoi ne pas si les objectifs se rallient, ils verront. Il y aura toujours d'opposition, même dans les pays les plus développés. La gauche, tout le monde en critique. Oui. Si c'est favorable pour le peuple, on y va. Mais dans cette démission du vice-président du Parti Les Démocrates, est-ce qu'on ne peut pas faire une lecture d'un relent de régionalisme, vu que l'honorable Basile Arrossi est de la même localité, du même département que Romuald Wardani. Est-ce qu'on ne va pas dire que c'est un relent de régionalisme qui l'a poussé à faire cela, à se désolidariser de son parti politique? Moi, je pense que le fait que les deux soient de la même région n'est pas le facteur premier qui a conduit à cette démission. Je pense que c'est surtout l'objectif, la vision. Je pense que c'est une vision qui se rallie. C'est justement cela qui a conduit. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de vision déclarée par le candidat pour dire j'ai tel projet de société. Non, mais on sait tous que si ce candidat-là vient, c'est quand même continuer à poursuivre l'œuvre de l'actuel gouvernement. Donc, on peut dire que bon, on connaît quand même une partie de la vision du candidat. Voilà. Donc, on a quand même vu une progression de l'État. Quand on fait un retour de 9 ans ou 8 ans en arrière, on voit quand même une progression nette du pays.
Donc, on sait la dynamique sur laquelle le Bénin se trouve, on sait les objectifs qu'il y a à atteindre. On a une vision claire quand même des objectifs à atteindre et le processus est là. On sait ce qu'il faut faire pour atteindre les objectifs qui ne sont pas encore atteints. Merci Hospice et merci Samuel. Je vous tourne vers Hospice pour un dernier mot. Justement, je vais me prononcer sur la question adressée à Samuel. Tout ce qu'on nous sait aujourd'hui, ou bien tout ce que nous on prend aujourd'hui comme argument pour justifier toute cette démission, c'est justement la crise au sein de ce parti. On ne sait pas si peut-être le fait que le candidat de la mouvance et l'honorable Basile soient de la même région, peut-être que c'est ça qui a, je vais dire, poussé l'honorable à rallier Romain Wada. On ne saurait le dire, mais quand même, ça peut être ça, parce qu'on connaît, au Bénin ici, on connaît quand même, je vais dire, certaines régions qui sont solidaires. Donc, je ne vais pas citer des régions, mais quand même, déjà, si on s'appuie déjà sur on va sur cette base-là, on peut clairement dire que, bon, voilà, ils viennent tous de la même région. Donc, mais moi, je pense que trop s'appesantir sur le facteur de la région n'est pas un facteur qui pourrait expliquer réellement cette démission-là. Parce que non, du côté de l'opposition, on n'affirme pas que c'est ça. On voit quand même des acteurs ce n'est qu'une analyse qui sont tous de la même Justement, région. on n'affirme pas que c'est ça. Mais ils sont de différents bords, ils ne sont pas du même pôle du côté de la gouvernance. Donc, je pense que le facteur région, c'est vrai, ça peut être un plus, mais peut-être pas le facteur premier de cette démission-là. Seul le député Basile Arossi pourra nous livrer les réelles motivations de sa démission. Hospice Samuel, merci pour ce décryptage de l'actualité qui s'est appesanti sur la loi de finances exercice 2026 de l'État béninois et sur la démission du vice-président du parti Les Démocrates. Et sans plus tarder, nous allons nous appesantir sur l'actualité sportive. Star. Canal de Star. De retour sur ce plateau, nous allons parler sport. Hospice, nous sommes de retour sur ce plateau. Le tournoi de l'UFOAB, qualification pour la CAN scolaire 2026, a connu son épilogue hier. Déjà, que peut-on retenir de ce tournoi? Merci Martial. Déjà, il faut simplement retenir que le Bénin, les Guépards scolaires, bien entendu, ont été sacrés champions à l'issue de ce tournoi. C'était à la fin ou bien à l'issue d'une finale âprement disputée hier jeudi au stade voilà, de 4 août à Ouagadougou. Les jeunes Guépards ont dominé leurs homologues du Niger, rejoints au score en début de seconde période alors qu'ils menaient les protégés du coach Séverin Danra ont finalement fait la différence lors des séances des tirs au but. 5 tirs réussis contre 4. Le Bénin décroche ainsi son 3e titre en 4 participations. Il retrouve ainsi son couronne abandonnée en 2024 et il repart également avec une enveloppe financière de $100 000 et valide leur billet pour la CAN scolaire 2026. Et pendant ce temps, il faut noter que les filles, du côté des filles, l'aventure s'arrête à la 3e place. Justement, elles se sont imposées face à la Côte d'Ivoire. Au tir au but également, 5 tirs encore contre 4 et décrochent la médaille de bronze, la 3e place comme vous l'avez su et bien dit. Les Amazones U15 scolaires remportent donc cette médaille de bronze et également une somme de $50 000. Wow. Et Samuel, plutôt, $50 000 pour l'équipe des filles à la 3e place. Je pense que cela, c'est un geste pour les encourager parce que ces Amazones-là ont quand même affiché une grande prouesse et un bon résultat pour boucler cette compétition. Je pense qu'on doit quand même les motiver davantage. C'est vrai, il y a eu cette récompense, mais je pense que au retour au pays, l'organisation, la confédération doit quand même
songer à les célébrer. À une meilleure célébration. Et justement, parlant de célébration, le ministère des Sports actuel a quand même toujours cette idée-là d'accueillir en héros, je vais dire les différents ambassadeurs béninois. On a vu avec les Amazones dames U17, la sélection nationale, également les Guépards, après leur qualification à la CAN, leur retour triomphal ici même à Cotonou. Donc le gouvernement, l'actuel gouvernement, je vais dire, sait quand même comment motiver les joueurs ou bien les différents athlètes à encore mieux faire. Et bien sûr, Auspice, pour finir ce tour d'actualité sportive, que peut-on retenir de l'agenda sportif de ce week-end? Déjà, l'agenda sportif voilà, de ce week-end est très riche et varié. Nous allons rester ici au pays pour parler des différentes affiches qui vont meubler le week-end samedi. Bien entendu, déjà à 16h sur les différents stades, on va assister à des rencontres. La 11e journée de la Celtics League Pro s'ouvre déjà à partir de demain avec la toute première affiche Coton Espoir FC Damissa Dragon. Asvo sera face aux champions en titre qui peinent toujours à retrouver ses valeurs. Je parle bien entendu de Dadje FC. Dynamo d'Abomey reçoit les Cavaliers de Niki au stade Omnisport d'Abomey. Audio va offrir son hospitalité à Bani Gansé 24 heures plus tard. Donc le dimanche 7 décembre 2025, l'USS Krake va jouer l'actuel leader au classement Sobemap, bien sûr, Loto Popo Ayema, Aspac, l'AS Cotonou, Jeunesse Sportive de Pobet, Buffle du Borgou sont également des rencontres à suivre pour le compte de cette 11e journée de la Celtics League Pro. Et comme je l'ai dit, toutes ces affiches vont démarrer rigoureusement à partir de 16h dans les différents stades. Du côté des dames, bien sûr, la première division féminine aussi fera son retour ce week-end avec la 3e journée déjà dans la poule A. Dadje sera face à Cefos. Dans la poule B, l'AS JFA va jouer la fondation Amos Langenfin. Vigueur sera face à Léopard Omni Sport. Le dimanche également, on va assister à plusieurs autres rencontres dans le groupe A. L'UMSA, bien entendu, va accueillir Dynamique d'Abomey. Calavi Espoir va jouer à Sabat. Tambou sera face à Ainovi. Samneli, l'équipe championne en titre, va en découdre avec l'AS Cotonou. Et dans la poule B, AS Lyon va jouer le promu AS Basson. Elite AC sera face à l'AS Gamia. Et tout comme chez les hommes, toutes ces rencontres sont prévues de démarrer à partir de 16h dans les différents stades martiaux. Merci pour la présentation de l'agenda du week-end. Je pense que Samuel va prendre d'assaut quelques stades pour aller se divertir ce week-end. Effectivement, je songeais vraiment parce que le week-end, je n'ai pas un truc de prévu spécialement. Donc, je vais prendre la direction des stades. Star. Canal de Star. Nous sommes de retour sur ce plateau et nous allons aborder la page culture. La page culture, c'est avec Damien. Damien, bonsoir et merci d'être des nôtres. Bonsoir Martial, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème en matière de chronique, la langue locale, préservation, valorisation et enseignement. Damien. Bien sûr, aujourd'hui, nous posons un regard attentif sur un trésor souvent négligé, nos langues locales. Elles ne sont pas seulement des outils de communication, ce sont des coffres à souvenirs, des gardiennes de notre histoire, de nos valeurs et de notre identité collective. Pourtant, beaucoup d'entre elles s'effritent sous le poids de la mondialisation et du désintérêt grandissant des jeunes. Maintenant, face au désintérêt grandissant des jeunes, que peut-on faire pour sauver ce patrimoine vivant? Pour sauver ce patrimoine vivant, il faut la préserver, la valoriser, ensuite l'enseigner. D'abord, la préservation. Elle est urgente. Il faut documenter, enregistrer, archiver, capturer la voix des sages, conserver les contes, les proverbes, les expressions intraduisibles,
Bref, bâtir une véritable mémoire numérique de nos langues afin qu'aucune ne disparaisse dans le silence. Oui, si aucune langue ne puisse disparaître dans le silence et tomber dans les labyrinthes de l'oubli et pas nos enfants, et comment pouvons-nous valoriser nos langues aujourd'hui? Quels sont les canaux de valorisation? Une langue ne vit véritablement que lorsqu'on l'utilise, et cela passe par les médias, ensuite les cérémonies, les films, la musique, la littérature, bien sûr. Chaque artiste qui s'exprime en fon, en minant, en yoruba ou dans n'importe quelle autre langue d'Indie contribue à dire haut et fort nos langues sont modernes et fières. Il faut aussi encourager les entreprises, les institutions et même les créateurs de contenu qui l'utilisent, qui donnent une place réelle dans leur production. Enfin, vient l'enseignement. Introduire les langues locales à l'école, surtout au primaire, ce n'est pas un retour en arrière. Comme les gens le disent souvent, ils disent que c'est un retour en arrière. Or, c'est pas ça. Au contraire, c'est renforcer les bases. Les enfants apprennent mieux lorsqu'ils commencent dans leur langue maternelle. Cela booste leur confiance, leur identité et facilite la maîtrise des langues et bien des autres langues également. En résumé, préserver, valoriser et enseigner nos langues locales, c'est défendre nos cultures tout en préparant un avenir plus enraciné et plus solide. Parce qu'une langue qui s'éteint, c'est un monde qui disparaît. Une langue qui s'éteint, c'est un monde qui disparaît. Samuel, est-ce que nos langues vont-elles s'éteindre? Je pense que pour éviter que nos langues s'éteignent, la grande responsabilité nous revient à nous-mêmes citoyens. C'est à nous de valoriser notre langue. C'est vrai, quand on parle de valorisation, on a tendance à se tourner directement vers l'État, le pouvoir en place, mais je pense que ce n'est pas d'abord le gouvernement. C'est vrai que le gouvernement doit mettre en place des structures pour enseigner, vulgariser nos langues, afin de permettre à tous nos citoyens de pouvoir la maîtriser et de pouvoir s'exprimer. Également, l'inclure dans le système éducatif, dans les cours, avoir, je pense, des tranches pour enseigner nos langues, histoire de permettre à nos enfants... Sur ce volet, l'État est en train de faire des efforts pour qu'on puisse retourner aux langues maternelles. Mais il y a un phénomène qui m'inquiète personnellement. Il y a dans les familles que les parents interdisent aux enfants de parler leur propre langue et c'est rien que le français qu'ils parlent à la maison. Moi, je pense que c'est une grave erreur. C'est une grave erreur d'empêcher aux enfants de ne pas maîtriser leur langue. Déjà, ce pourquoi ils le font, je pense que c'est parce que nos langues maternelles ne sont pas parlées à l'étranger. Dans le système éducatif, on n'inclut pas nos langues tout de suite parce qu'à l'étranger, quand tu voyages, c'est la langue occidentale que tu parles, soit le français, soit l'anglais. Ce sont ces langues-là qui permettent de faire le commerce, de faire les interactions. Comme ce n'est pas nos langues maternelles qui sont sur le marché à l'international. Donc, je pense que c'est pour cela que nos langues ne sont pas tout de suite mises en avant. Mais n'oublions pas que nos langues révèlent ou reflètent notre identité. C'est à travers nos langues que nous allons valoriser notre patrimoine, notre richesse et tout notre potentiel. Oui, mais il n'empêche qu'il y a des intellectuels aujourd'hui qui ne peuvent même pas parler leur langue, qui ne peuvent même pas parler fond sans mettre, sans glisser. Effectivement, quand ils sortent deux phrases en français, ou bien je vais dire quand ils sortent une seule phrase en langue maternelle, ils vont mettre que, donc, le que n'est pas la langue maternelle. Donc je pense que c'est à revoir et la grande tâche nous revient à nous-mêmes, citoyens, de valoriser nos langues maternelles. Je pense, pour conclure cet entretien, je pense que la valorisation de nos langues maternelles, qu'elles soient du sud, du nord, de l'est à l'ouest, doit commencer d'abord par la famille. Au sein de la famille, au sein du foyer, les enfants doivent apprendre à parler leur propre langue, à s'exprimer dans leur propre langue, quand bien même ils sont dans des écoles où l'enseignement est
le français ou l'anglais. Ils doivent apprendre à parler leur langue et réfléchir dans leur langue. C'est un facteur déterminant qui va les pousser à mieux appréhender leur culture et aller de l'avant. Et la réussite sera certaine. Et je me tourne vers Damien pour dire, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'agenda culturel de ce week-end? Parce que c'est vendredi soir déjà. Bon, en ce qui concerne les événements du week-end, Cotonou se transforme en capitale du riz, avec le village du riz les 5 et 6 décembre au pavillon du Palais des Congrès. 2 jours de spectacle, bien sûr, d'animation et de performances humoristiques gratuits et ouverts à tous. Et le Cotonou Comedy Festival réunit talents confirmés et jeunes humoristiques dans une ambiance festive où chaque rire devient un pont entre culture et génération, avec pour slogan « L'Afrique rit ici ». L'événement promet des moments forts, des échanges chaleureux et un public prêt à vibrer. Rendez-vous au Palais des Congrès pour célébrer le riz, l'humour et la créativité béninoise comme jamais auparavant. Pour finir, à Ouidah, l'univers du dessin animé s'invite au CCRI John Smith ce samedi 6 décembre 2025 avec le rond-point du cinéma d'animation au Bénin. Un rendez-vous où les cultures se rencontrent à travers des images animées. Mêlant créativité, patrimoine et nouvelles technologies, l'entrée est totalement gratuite et le public pourra découvrir des projections, des échanges avec des artistes ainsi que les initiatives locales qui font grandir le cinéma d'animation au Bénin. Un événement porté par des passionnés qui ambitionnent de faire de Ouidah un véritable carrefour artistique ouvert sur l'Afrique et le monde. Merci Damien pour cet agenda culturel que vous venez de présenter et nous voyons que la culture est véritablement valorisée à travers cet agenda. Samuel, à part le foot, en matière de culture, vous irez où? Moi, j'irai directement au Palais des Congrès, surtout avec l'événement du riz. Cotonou, c'est ça, festival? Oui, festival et Cotonou Comédie, oui, c'est ça. Voilà. Je pense qu'après le travail, il faut rire. Parce que quand on rit, ça rajeunit. Ça rajeunit et ça permet comme vous l'avez dit, ça rajeunit tout simplement. Ça rajeunit tout ça. Et vous, spécialistes culture, vous allez à quel rendez-vous dans tout ça? Bien sûr, au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès. Oui. Donc, nous invitons... Parce que le riz, là, ça fait du bien. Le riz, ça fait du bien et reconnaissons... Durant la semaine, on est trop sérieux, c'est le boulot, c'est le week-end qui s'annonce et ça finit demain, justement, le 6. Donc, il faut profiter, rire et se divertir. Donc, ne vous laissez pas compter les événements culturels qu'il y a au Bénin. Vous avez le choix et choisissez les bons emplacements et souriez toujours. Gardez le sourire en tout temps et à tout moment. Nous allons poursuivre cette émission de l'Afterwork où nous avons eu le cri de détresse d'une de nos téléspectatrices. Elle a nom Géraldine. Je vous livre, Samuel et Damien, le contenu de l'écrit de Géraldine. Ça commence par David est un jeune étudiant en fin de cycle et a enceinté Géraldine, sa petite amie. Elle est aussi étudiante. Après 3 années de vie commune, David reconnaît la grossesse, mais affirme ne pas être prêt à être père. La jeune Géraldine refuse cette pratique qu'est l'avortement que David lui propose. Ce refus de Géraldine amène David à mettre fin à leur relation. Abattue et seule face à sa grossesse, Géraldine vient solliciter vos conseils. Qu'avez-vous à dire à Géraldine, Damien? À Géraldine, c'est vraiment difficile, mais la proposition de son petit ami, moi, je ne suis pas pour. Je lui demanderai de garder cette grossesse. Si ses parents sont là, c'est un exploit pour lui. Et même si je ne pense pas que les parents vont refuser, malgré que son petit ami refuse la grossesse, je pense que les parents vont la soutenir. Parce que avorter, elle peut aller avorter et puis au cours de l'avortement, elle décède facilement et va perdre sa vie. Elle perd sa vie, mais la vie continue à son homme.
Donc, je lui demanderai de garder cette grossesse. Ok. Et Martial, Samuel, vous avez évoqué tout à l'heure le cas de Géraldine et de son petit ami David. David, voilà. Moi, je pense que Géraldine et son petit ami David, ils ne sont plus des enfants. Déjà, vous avez affirmé qu'ils sont en fin de cycle à l'université. Ce ne sont plus des enfants, ce sont de jeunes adultes. Donc, ils ont eu à tenir des comportements d'adultes et ce qui doit en découler, c'est ça qui est survenu. Donc, je pense que c'est vrai, ils n'avaient pas l'expérience, ils n'avaient pas l'habitude, c'est une première. C'est vrai que quand ça arrive pour la première fois, il peut arriver que, voilà, qu'ils soient paniqués, qu'ils se demandent comment gérer parce que ils n'ont pas encore les moyens et le bagage solide pour affronter ça. Il faut quand même un accompagnement des parents, des aînés pour pouvoir quand même surmonter ça. Mais aller à refuser une grossesse pour dire si tu n'avortes pas, je ne suis pas encore prêt pour être père, ce n'est pas un fait preuve d'irresponsabilité quelque part? Effectivement, c'est une preuve d'irresponsabilité. Moi, je pense que c'est la peur. C'est un truc auquel il n'est pas habitué. Peut-être quand il voit ses parents face à des responsabilités où ils font ceci, ils font cela, il se dit, bon, est-ce que je serai en mesure de faire cela? Donc, en se projetant dans l'avenir, tout de suite, il voit sa situation, il se dit, je ne suis pas en mesure de surmonter cela. Moi, je pense que c'est faire preuve d'irresponsabilité, autant plus qu'il y a des moyens pour se préserver, pour que la femme ne tombe pas enceinte. Il y a plusieurs moyens, mais c'est faire preuve d'irresponsabilité. Bien sûr, c'est faire preuve d'irresponsabilité. Parce que tôt ou tard, ce qu'il est en train de refuser, tôt ou tard, il va enceinte quelqu'un. Il va enceinte quelqu'un. Donc, pourquoi refuser la grossesse? Son premier fruit, bien sûr, son premier fruit, il va encore refuser. Non, il faudrait, bon, qu'il assume ses responsabilités, sinon, bon. Moi, je pense que c'est vrai, dit de cette manière-là, ça traduit une fuite de responsabilité. Mais je pense que les deux ne sont pas préparés quand même à affronter cette étape-là de la vie. Je pense que cela revient déjà à une part à l'éducation. Les parents, déjà, ils ne sont plus des enfants. Je pense que les parents, déjà, même que ce soit à la maison ou dans le quotidien, même à l'école, on doit quand même insérer cela. Pour quand même les préparer à la vie d'adulte. Parce que ce ne sont plus des enfants, vous avez dit qu'ils sont déjà en fin de cycle à l'université. Au moins, déjà, si c'est en fin de cycle, au moins c'est déjà 20 ans, 24 ans. Voilà, donc ce ne sont plus des enfants, c'est quand même l'âge, c'est conseillé d'avoir des enfants tôt, histoire de pouvoir mieux se consacrer à sa carrière, à sa profession. Donc je pense que quand même, les parents ou le cercle professionnel devrait quand même les former à cette vie d'adulte-là, histoire qu'ils ne paniquent pas quand ce genre de situation-là arrive. Moi, je pense que dans ce cas de figure, Géraldine doit encore davantage solliciter, comme elle est chrétienne, solliciter l'appui de ses proches ou de ses parents pour qu'on puisse discuter, pour qu'ils puissent discuter davantage avec David pour pouvoir trouver un terrain d'entente. La grossesse n'empêche pas un homme d'évoluer professionnellement. La grossesse n'est pas un frein. Donc, c'est d'amener David à comprendre que ce n'est pas la fin du monde et qu'il peut toujours se relancer. Mais si David a peur, ou bien David n'aime pas véritablement, ou n'aime pas véritablement Géraldine et David considère Géraldine comme un exutoire sexuel, c'est là le problème, on va se poser, David. Bien sûr. Si David n'aime vraiment pas Géraldine, alors c'est là le véritable problème va se poser. Parce qu'il ne l'aime pas, mais pourquoi l'enceinte et ensuite refuser? On dit, je viens juste de parler de la langue maternelle, on dit que ben mon sanou est on dit donc tôt ou tard, il aura les pots cassés. Ça me rappelle un petit adage où on dit quand tu touches au beignet, tu vas forcément te laisser des taches d'huile à la main. Donc, mais dans la Tawaron famille. C'est ça. Vous ne maîtrisez même pas votre langue maternelle, alors attention, allez en apprentissage. Je maîtrise quand même ma langue maternelle, puisque... Mais répétez-nous cet adage-là maintenant. Et d'aller à Tawaron famille. C'est là, applaudissons pour lui. Je connais quand même ma langue maternelle. C'était quand même pour transmettre aux téléspectateurs qui nous suivent, ceux qui quand même ne maîtrisent pas la langue maternelle. Donc, je pense que ces deux-là, Géraldine et David, je pense que
ils doivent quand même se rapprocher de leurs parents. Parce que certes, eux, ils sont paniqués, ils sont confus, ils se demandent comment gérer, mais leurs parents peuvent quand même mieux accepter la réalité. Donc, Et les accompagner. Et les accompagner dedans. Les parents peuvent prendre soin de gérer les enfants pendant qu'ils poursuivent leurs études et continuent leur carrière. Donc, je pense qu'il faut déjà se rapprocher des parents, leur exposer la situation et je pense que tout va bien se gérer. Merci Samuel, merci Damien pour votre contribution, vos sages conseils à l'endroit de Géraldine et de David, surtout de Géraldine qui est paniquée. Géraldine, garde confiance et essaie toujours de discuter avec David. Rapprochez-vous des parents et pour que les parents puissent vous accompagner, vous écouter, vous orienter. Ce n'est pas la fin du monde, une grossesse. Vous pouvez toujours progresser, évoluer. Chers téléspectateurs, chers internautes, ce sera tout pour l'Afterwork de ce vendredi 5 décembre 2025. Restez toujours connectés et d'ici là, portez-vous bien.